Merci d'être avec nous. Donc aujourd'hui, on a un sujet que je pourrais qualifier de concret, qui est adapter sa prospection au type de client. Autrement dit, c'est trouver le bon ton, le bon message surtout, comment on s'adresse à lui. Alors, c'est pas forcément sur le contenu en lui-même, mais c'est la manière de le délivrer. Le bon rythme selon la personne qu'on a en face. Aujourd'hui, il paraît clair que suivant qu'on a en face de nous un particulier, un patron de restaurant ou un importateur américain, on ne lui délivre pas le même message parce qu'il n'a pas les mêmes attentes. Donc, on va essayer de vous partager une grille de lecture simple, directement applicable sur le terrain. Voilà. Alors, déjà, rapidement, qui sommes-nous? Donc, AOC Conseil, bon, certains d'entre vous nous connaissent. On est une petite équipe, on est 9 associés, répartis un petit peu partout en France. Donc, notre travail, c'est d'accompagner les entreprises du monde du vin dans leur développement. Voilà. Notre expertise, à 9, on arrive à avoir une expertise assez large, on va dire. Ça va de la stratégie au commerce, en passant par les ressources humaines, l'organisation, un peu de marketing, même beaucoup de marketing. C'est un levier, un passage souvent indispensable. Comment est-ce qu'on procède? On est au quotidien ou presque auprès de vous, on pratique des audits, donc un accompagnement rapproché, mais aussi des formations. Et puis, à l'occasion, on fait aussi du management de transition, c'est-à-dire la reprise en main d'un domaine pendant quelques mois, voire quelques années, le temps de soit de redresser la barre, soit de mettre en place une nouvelle équipe. Voilà. Alors nos clients sont assez variés. Le client historique, c'est le vigneron, mais c'est aussi les COP, les syndicats, des syndicats viticoles, quelques gros groupes, et puis pas mal de néo-vignerons, parce qu'on ne s'improvise pas vigneron, et on s'improvise encore moins vigneron maintenant qu'il y a quelques années. Voilà. Qui sommes-nous, Olivier? D'accord, donc bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis Olivier Rigaud, je vais vous présenter mon collègue et binôme dans bien des cas sur la région Champagne, qui est Jean-Marc. Jean-Marc est quelqu'un qui accompagne, on va dire, depuis plus de 20 ans, les domaines, mais aussi les syndicats, sur des sujets stratégiques, commerciaux, organisationnels. On va dire que, je dirais, sa force, c'est d'allier en fait une vision stratégique et des solutions très concrètes sur le terrain. Car on a plaisir à dire que chez AOC Conseil, on a un collectif, en tout cas une coopération, une communauté d'individualité, où on a chacun son secteur de compétences, mais par nos échanges, on vient rajouter les compétences les unes aux autres qui nous apportent, on va dire, une vision à 360 degrés et souvent des réponses à certains questionnements. Donc voilà. Voilà. Alors Olivier, merci de m'avoir vieilli d'au moins 10 ans. Ça fait seulement une dizaine d'années que je suis chez AOC Conseil. Avant, j'étais acheteur, à la base, je suis œnologue, et puis ensuite j'ai été acheteur dans différentes structures pendant une vingtaine d'années. Olivier, avec qui je travaille assez régulièrement depuis 5 ou 6 ans, basé en Champagne, on va dire accompagne ces vignerons avec une très très forte orientation commerce, pour inculquer un peu de la méthode, du rythme, du suivi, avec une approche, on va dire, très orientée terrain, très orientée mise en œuvre. Donc, ce qui fait qu'à deux ou tout seul, l'objectif, dans tous les cas, c'est de relier la stratégie au terrain. Alors maintenant, pourquoi ce sujet? Maintenant, parce que le marché, au final, est plus exigeant et plus sélectif que jamais. On va dire, l'acheteur historique, grand passionné de vin, il existe encore, mais il se fait de plus en plus rare. Ils ont tous des attentes qui sont un peu différentes. La qualité du vin, clairement, c'est indispensable. C'est même mais c'est plus un prérequis
qu'une qualité, enfin, qu'un élément suffisant. En gros, la qualité du vin, ça suffit plus à créer la différence. La différence, elle se fait sur un tas d'autres choses, sur la manière de prospecter, sur la manière de construire la relation avec votre interlocuteur, sur la manière de le relancer. Et cette manière de prospecter, on va dire qu'on doit changer, il doit évoluer un peu selon le type de client. Donc Voilà. Olivier, Voilà. Merci Jean-Marc de me laisser reprendre le slide suivant. En fait, on va voir qu'on va travailler avec quatre grands types, on va dire, de clients ou ce qu'on appelle presque de territoire. Hein. C'est quatre zones complètement différentes qui va avoir, c'est logique, qui va avoir en fait, elle va avoir aussi des outils qui lui seront appropriés. Comme vous avez pu le voir sur la présentation du webinaire qu'on a pu faire avec Jean-Marc, c'est que je jouais quelqu'un qui partait un peu dans toutes les directions, ce qui prouve aussi que à chaque territoire, chaque type de client, on a un discours qui est adapté, on a des outils qui sont adaptés et on va avoir une relation, je dirais, client-fournisseur qui sera adaptée. Et ça, c'est vraiment primordial d'en avoir, on va dire, une maîtrise. Et en tout cas, ce soir, on va être là pour essayer d'ouvrir un petit peu les premiers angles sur ce type de discours, en tout cas, comment aborder ces différents types de clients. Sur le slide suivant, ouais. Alors, le point clé, finalement, c'est de bien comprendre qu'il n'existe pas une prospection universelle. En gros, chaque client va lire votre offre avec ses propres critères. Émotion, sécurité, marge, fiabilité, partenariat. Le vin, il ne change pas. Voire même le prix, il ne va pas forcément changer. C'est la manière de le présenter qui doit s'adapter. Alors les clients, il y en a toute une série de familles, mais il y a en gros 4 grands types avec plein de sous-familles à l'intérieur. Hein. Le premier type, c'est les particuliers que vous connaissez beaucoup, hein, que vous connaissez bien, avec qui on a souvent une relation quasiment émotionnelle. Hein. Lui, il veut une expérience. Hein, quand il veut parler de produits, rien que de produits, comment c'est fait, etc. Il veut que ça lui dise quelque chose. L'objectif avec le particulier, c'est non seulement de lui vendre du vin, mais c'est aussi de fidéliser. Donc, il va falloir aller un petit peu plus loin dans le discours. Ensuite, on a les indépendants. Alors, les indépendants, ça représente plein de gens, les indépendants. Hein. Ça peut être le restaurant du coin, ça peut être un caviste. Hein. Je vous rappelle qu'en France, on a quand même un peu plus de 6000 cavistes, dont au moins 4000 indépendants. Donc, avec ces gens, il faut y aller avec une logique émotionnelle, hein, qui va combiner à la fois un discours sur le produit, sur la qualité, mais aussi un discours sur le prix, entre autres, hein, la marge qu'il peut faire. Hein. L'objectif, quand on travaille avec eux, c'est d'essayer de structurer un petit peu la relation, de peser le plus, le moins entre le côté émotionnel, relationnel et le côté professionnel, hein, qui doit revenir au centre. Hein. Pour les grands comptes, un grand compte, c'est quoi? C'est un grossiste, c'est un acheteur de la grande distribution. La logique dominante, là, cette fois-ci, elle est économique. Vous avez des acheteurs qui vont vous sortir la calculatrice avant de vous sortir le verre. Voire même certains ne voient même jamais un verre de leur vie, quasiment. Donc là, l'objectif, c'est de parler leur langage. Hein, et aussi de pérenniser, parce que de plus en plus, les grands comptes, ça fonctionne beaucoup au coup par coup. Et l'idée, c'est de nouer des relations un peu plus en profondeur. Et l'export, on est sur une logique, bien entendu économique, mais un peu plus partenariale. Je vous rappelle qu'un importateur, il a besoin évidemment d'un fournisseur, mais il a surtout besoin d'un fournisseur fiable sur qui il peut compter. Moi, pour avoir importé des vins d'Amérique du Sud, d'Afrique du Nord, etc., je peux vous garantir que on est largement rassuré quand on sait qu'en face de nous, on a un vigneron, un importateur, et on a un vigneron, pardon, qui tient la route. Donc, en gros, deux grandes familles, hein, les particuliers, le fameux B2C, et les professionnels, le B2B.
avec deux grosses logiques différentes. Moi, je vais reprendre les mots de mon excellent professeur de stratégie à l'EDEC, qui s'appelle Monsieur Denis Dauchy, qui me disait et qui me dit toujours, avec le client en B2C, on lui vend de l'expérience, et le client en B2B, on lui vend des solutions. Donc, voilà. Olivier, je te laisse la Oui, main un petit peu. donc là, comme tu le dis si bien dans ta citation, dans le client particulier, l'émotionnel, il a sa part. C'est-à-dire qu'en fait, le client particulier veut vivre une expérience. Il y a une marche, on va dire, à suivre un petit peu dans les visites. On va avoir des clubs de dégustation, faire des ventes privées, mais avant tout, on va leur donner aussi, je dirais, un partage d'expérience. C'est extrêmement important parce que le client particulier, on déterre après les clients professionnels, mais le particulier, lui, va être dans l'émotion. Et ça, c'est primordial de le savoir. C'est l'origine même d'une véritable storytelling qu'on va pouvoir mettre en place. Et à chaque fois que chaque cuvée va avoir son différenciant et qu'on va pouvoir lui apporter. On va leur donner envie de revenir, on va lui donner envie d'en parler. Ce sont tous des ambassadeurs quelque part. Il va vous recommander auprès de ses amis et c'est comme ça qu'on va créer, je dirais, un réseau, je dis bien auprès des particuliers, qui va se structurer. N'oubliez jamais une chose, c'est que vous allez avoir des outils. C'est-à-dire que en dehors des visites, des clubs, des newsletters, vous avez ce qu'on appelle un fichier client. Donc, dans vos logiciels, vous allez avoir des CRM. Si vous n'avez pas de logiciel aujourd'hui, on a les outils adaptés grâce aussi avec de l'IA, hein, comme j'avais eu l'occasion de le présenter la dernière fois, la prospection avec l'IA. Ce sont des outils qui vont vous aider, on va dire, à aller assez vite dans la structuration de votre clientèle. Et n'oubliez jamais que cette clientèle que vous avez dans vos fichiers, c'est votre premier, je dirais, source d'achat. Et c'est important de ne jamais les ignorer. C'est simple, ça change tout, mais il faut avoir cet outil entre les mains. Petit aparté dans notre présentation, n'oubliez pas que si vous avez des questions à poser, vos micros sont coupés pour qu'on puisse faire une avancée, on va dire, intelligible sur la présentation de webinaire, mais vous avez des messages dans lesquels vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure, et à la fin de la présentation, on reviendra dessus, avec grand plaisir. Donc Jean-Marc, je te laisse continuer Alors, les la présentation. particuliers, ça paraît simple, mais il y a quand même quelques erreurs assez fréquentes. Les erreurs les plus fréquentes, ben, c'est improviser. C'est improviser. Alors, vous pouvez improviser à la propriété, mais là aussi, ça a ses limites. On va dire une vente, maintenant, ça se, je dis pas que ça se force, mais si ça se pousse un petit peu plus. Le client, il vient chercher une expérience, mais vous aimeriez bien qu'il vienne chercher aussi du vin. Donc, c'est improvisé. C'est aussi négliger le suivi. Là, clairement, c'est une erreur assez fréquente. On relance pas. On relance peu, on va dire, ou on relance pas du tout. On imagine que la qualité du vin suffira à faire revenir le client. Or, le client, il est sursollicité, et si vous ne faites pas partie des gens qui le sollicitent de temps en temps, ben, il va voir ailleurs. L'erreur fréquente, c'est penser que le client revient tout seul. Voilà. La fidélisation, ben, ça se travaille comme une vraie démarche commerciale. C'est un sujet central. Un portefeuille de particuliers fidèle, on va dire, ben ça sécurise l'activité. Il ne faut pas oublier que le particulier, c'est celui qui vous laisse la plus jolie marge, puisqu'il cumule, on va dire, un certain nombre de marges à lui tout seul. Donc, ne pas négliger son particulier. Donc, la fidélité, ben, ça se travaille. Ça se travaille comme un millésime tout le long de l'année. Voilà. Alors, maintenant, les indépendants. Alors, les indépendants, qui sont ces gens? Ben, les restaurateurs, les cavistes, quelques acteurs de proximité, hein, ça peut être une boutique de souvenirs, ça peut être n'importe quoi. Enfin, les indépendants, c'est un bonhomme en face de vous, ou une brave dame, qui vous achète du vin, hein, qui est le seul décideur. Donc, ces indépendants, ils attendent avant vous, enfin, c'est des prescripteurs exigeants, ils attendent de la cohérence. Hein. Ils attendent de la cohérence, c'est-à-dire que
Ils attendent de vous que vous les respectiez, bien entendu. Ils attendent de vous que vous respectiez leur marge. Ils attendent de vous que vous travailliez, on va dire, sur la durée. Ils attendent une gamme claire, une gamme qu'ils puissent comprendre facilement, parce que eux, c'est eux qui vont faire repasser le message. Ils attendent l'objectif avec eux, c'est d'essayer d'obtenir une relation durable. Quand on s'entend bien avec un client caviste ou un client restaurateur, ça dure des années. Et ça dure des années quand on s'en occupe bien, quand on lui laisse suffisamment de marge, quand on arrive à avoir une certaine cohérence de prix entre le prix que vous vendez à la propriété et le prix que lui revend. Les bonnes pratiques, c'est d'avoir un suivi constant, ça c'est clair, un discours différencié, une gamme compréhensible. Et là, une fois de plus, même si le produit est le même que pour tout le monde, on ne parle pas de la même manière à un caviste qui a un acheteur de chez Carrefour ou même qui est au restaurant du coin. La clé ici, c'est l'argumentation et c'est la constance du suivi. Dites-vous que c'est des gens qui soient restaurateurs, qui soient cavistes, qui soient, peu importe, c'est des gens qui sont extrêmement sollicités et les places sont chères, elles peuvent se perdre facilement. C'est des gens dont le premier métier est de vendre et donc ils aiment quand tout fonctionne bien. Donc la constance du suivi, c'est au cœur du débat. Tout à fait, Jean-Marc. Donc, au sujet justement de ces indépendants, on a souvent affaire à différents types d'erreurs, hein. Vendre à tout le monde, mélanger les circuits, c'est ce qu'on appelle de la dispersion. Il y a deux choses, hein, qu'il faut savoir, c'est que déjà un acheteur, c'est avant tout un vendeur. C'est-à-dire que dans les indépendants, quand il vous achète votre vin, avant tout, il est là pour le vendre. Quand on vous parlait justement de l'émotionnel que vous avez avec le particulier, n'oubliez pas que le revendeur, c'est cette émotion qui va transmettre, je dirais, au client qui va être en face de lui. Donc, ce que vous êtes en train de créer au particulier, il faut être capable de le synthétiser, de le transmettre à votre vendeur qui lui-même va le transmettre à son acheteur. Parce que avant tout, je dirais, c'est un vendeur, notre acheteur. Ensuite, la dispersion, je dirais, c'est vraiment une vraie problématique. C'est-à-dire qu'il vaut mieux avoir, on va dire, une trentaine de bons partenaires qui vont être cohérents, sur lesquels vous avez un suivi, sur lesquels vous êtes très proche, plutôt que d'en avoir une centaine qui sont occasionnels, qui sont ce qu'on appelle des marchés d'opportunités, qui vont et qui viennent, et puis avoir, je dirais, auprès de ces professionnels, une véritable cohérence de gamme, le respect du réseau. C'est-à-dire structurer, respecter les zones, c'est primordial chez les professionnels et les indépendants. Sur mon expérience, j'ai été, avant d'être chez AOC Conseil, un indépendant. Il n'y a rien de pire que de voir, je dirais, des tarifs qui sont inégaux, alors qu'en fait, on est sur le même produit qu'on doit distribuer, entre le voisin qui est à côté, nous-mêmes, on peut plus le distribuer. C'est la première chose qu'un indépendant ou un professionnel qui va vous revendre ne veut pas avoir, c'est-à-dire une difficulté de son fournisseur. Hein, avant toute chose, je dirais, ces gens qui vont vous revendre ne veulent pas avoir de problème par rapport à leur approvisionnement. Donc, structurer et respecter les zones sont des bases. Être constant, soit au niveau de la qualité professionnelle, c'est-à-dire avoir les suivis, savoir quand partent les commandes, quand est-ce qu'elles arrivent. Et c'est pas, écoutez, là, j'ai pas le temps. Je vais vous envoyer ça dans 3 semaines, puis sans avoir de retour. On croise, on le voit. Le professionnel, là-dessus, va avoir cette rigueur. Voilà, C'est vraiment primordial. je vais me permettre de rebondir sur ce que disait Olivier. Moi, j'ai été acheteur 17 ans dans diverses structures et quand on me demandait c'était comment ça fonctionne un acheteur professionnel, un acheteur professionnel, pour être très trivial, ça veut pas d'emmerde. En gros, ça veut le bon vin au bon prix. Ça, c'est un fait de base. Sans le bon vin, sans le bon prix, on travaille pas ensemble. Mais ça veut être livré à l'heure. Ça veut ne pas découvrir un matin que vous avez vendu au supermarché du coin et que le vin se retrouve à 40% moins cher. Ça veut faire du business dans la plus grande tranquillité. Voilà.
Donc, on va aborder les grands comptes, mais juste avant, pour revenir à ce que disait Jean-Marc, des choses qui sont très importantes hein, chez beaucoup de vignerons, c'est vos dépôts-ventes. Faites très attention à la cohérence de vos tarifs. Hein, un revendeur ou un caviste indépendant, si d'un seul coup sur le dépôt-vente, je dirais, il y a des tarifs qui sont pas en cohérence avec ce que eux ils vendent, automatiquement vous risquez de le perdre. Donc, pour revenir un peu sur le slide suivant, les grands comptes, hein, eh bien là, on va rentrer vraiment dans un autre champ, un autre territoire d'action, un autre canal. C'est là, on va travailler avec de la logique, logique de volume, de la régularité, de la fiabilité. On est vraiment dans un monde professionnel très rigoureux qui demande de la constance. Du professionnalisme, je dirais vraiment du point à la ligne, quoi. C'est primordial. Ici, on va parler vraiment de process, de tarifs parfaitement maîtrisés, de fiches produits qui sont, je dirais, en cohérence et qui sont suivies. L'erreur qu'on pourrait peut-être faire avec un particulier est difficilement rattrapable chez un caviste ou un indépendant. Mais quand on commence à aller sur des grands comptes, là, il n'est plus question. On va commencer à parler de volume, on va parler de rigueur, on va parler de vraiment avoir tous les outils professionnels pour pouvoir être à la hauteur de son contact. Ensuite, dans les bonnes pratiques, c'est bien identifier les bons interlocuteurs que vous allez avoir. Je dirais, il faut savoir comment on s'y adresse, à qui on s'adresse et quel est ce titulaire de grand compte, quelle est sa zone, je dirais, de travail. Se positionner, je dirais, vraiment comme un fournisseur, mais pas plutôt comme un artisan un peu isolé. Il faut vraiment, quand on rentre sur les grands comptes, arriver avec tous les outils, mais aussi tout le discours qui va aller avec. Alors, les grands comptes, et là je parle en connaisseur, on va dire, puisque j'ai acheté pour une chaîne de cavistes, pour un grossiste, pour la grande distribution pendant quelques années. Il y a quand même pas mal de pièges à éviter. Alors, même si c'est plus facile à dire qu'à faire en ce moment, le premier, c'est se brader. Clairement, quand on signe avec un grand compte, alors on peut signer pour un one-shot. Bon, alors là, on peut accepter pour un one-shot de vendre proche de son prix de revient, voire même en dessous. Hein. On a tous besoin de trésorerie, on sait ce que c'est. Mais avec un grand compte, quand on part parfois pour une très très longue relation, si vous bradez au début, vous allez le payer pendant des années. Et quand je dis des années, quand vous travaillez avec un grossiste ou une chaîne de magasins, ça peut durer 10 ans. Donc, si vous êtes parti un peu bancal la première année, ben vous serez bancal jusqu'au bout. Et c'est quand même rageant d'avoir un client qui vous fait, dans le meilleur des cas, pas trop gagner de sous, et dans le pire des cas, perdre de l'argent tous les ans. Donc ça, c'est le point de vigilance numéro un. Point de vigilance numéro 2 avec les grands comptes, c'est négliger l'administratif et la logistique, hein, clairement. Ça, c'est la base. Et c'est des gens qui sont très, très exigeants sur le sujet. Vous pouvez vous faire déréférencer sauvagement de chez un grossiste ou de chez une chaîne de cavistes, par exemple, parce qu'au niveau de la logistique, ça ne suit pas. C'est quand même ballot. Hein, c'est quand même ballot. Oublier la rentabilité réelle, c'est-à-dire ne pas tenir compte de tous les éléments parallèles, on va dire, le transport, une petite promo par-ci par-là, parce que ça peut se payer cash. Donc, autre point de vigilance, c'est aussi de ne pas confondre. Donc, point de vigilance global, c'est ne pas confondre référencement et affaires rentables. Quoi. Il faut être super vigilant. Donc, autre type de grand compte, c'est l'export. L'export, c'est long, c'est très long, et c'est de plus en plus long l'export. Donc l'export, l'objectif, c'est de durer. Donc, il faut bien cibler pour durer. Et à l'export, finalement, la rigueur va vous permettre de vendre autant que le vin. À l'export,
La prospection, ça repose sur une discipline supplémentaire encore qui vient se rajouter, c'est le ciblage. Vous ne pouvez pas vous disperser, vous ne pouvez pas aller partout. Donc le ciblage, la préparation, le suivi, la relance, parce que je n'ai pas pris l'avion à l'autre bout du monde pour ensuite ne pas s'occuper correctement de mon prospect. Donc, on ne construit pas un marché export avec des actions ponctuelles ou dispersées. Hein, ça se construit sur la durée. Ce qui fait la différence, c'est vraiment la capacité à installer une relation de confiance et à tenir ce rythme dans le temps, on va dire. La méthode, d'ailleurs, ça vaut souvent autant que le premier contact. Donc, les objectifs, quand vous travaillez l'export, c'est d'obtenir un partenariat durable. Hein, il n'y a pas de problème. C'est avec et les leviers utilisés, c'est de bien cibler, d'utiliser des outils, on va dire, professionnels, de prospecter de manière efficace. C'est la cohérence des prix. C'est bien suivre les contacts après les salons. En Wine Paris, c'était il y a maintenant 2 semaines quasiment. Typiquement, le suivi post-salon, c'est primordial. Un acheteur pro sur un salon, il va voir 30 personnes dans la journée. Le suivi post-salon, ça commence le premier soir. Le premier soir, j'envoie des confirmations. Et 10 jours plus tard, je fais une première relance. Si je n'envoie pas les confirmations le premier soir ou le lendemain matin, j'ai déjà un coup de retard parce que sur les 30 personnes que votre acheteur a vues, il y en a déjà 15 qui lui ont répondu. Et vous êtes en dessous de la pile. Voilà, c'est de choisir, de ne pas se disperser, hein, de choisir 1 ou 2 marchés, les 3 marchés cohérents. Voilà. Tout à fait. Et d'ailleurs, en parlant un petit peu justement de ce marché export, vous savez qu'on vient de passer différents salons, que ce soit les Eurowine, je dirais les V de la Loire, le Wine Paris et autres salons, hein, les grands testings. On a des rencontres avec des importateurs, on a des rencontres avec différents pays. Je dirais, il faut pas oublier ce professionnalisme, c'est-à-dire on a la chance de les voir, par exemple, à Wine Paris qu'on vient de passer. Il est hors de question de les contacter 15 jours, 3 semaines plus tard. Hein, tout se fait, je dirais, ça se prépare en amont, mais c'est un suivi aussitôt derrière et on prépare. Au même titre que pour les grands comptes, ça se budgétise. On va regarder quel budget on va s'allouer, on va regarder quel pays on va aller. On peut pas avoir le monde entier. Hein, dans une petite présentation, là, on partait justement sur une présentation qui expliquait un petit peu qu'on voulait être un peu partout. On peut pas être un peu partout. On va regarder les marchés où vous ciblez. Mais là, vous allez faire un travail de profondeur, un travail de partenariat et un marché qui va être dans la durée. C'est-à-dire qu'on va pas démultiplier les marchés si on n'est pas capable de faire le suivi. Donc, on va cibler, par exemple, proche Europe, on va cibler un pays à l'extérieur, on va essayer d'en cibler plusieurs pour pas dépendre que d'un seul pays, parce qu'aujourd'hui, on a eu des événements récemment, je dirais notamment avec l'Amérique, qui nous montrent que quand on dépend d'un seul pays, qu'on a des taxes qui sont mises, qui se rajoutent, une instabilité, ça peut faire très mal si on dépend que d'un seul territoire ou d'un seul pays. Hein, participer à ces salons sans préparation, c'est aussi brûler de l'argent pour rien, parce qu'un salon, ça se prépare en amont de longue date, ça se suit, ça se lance, et quand on est présent sur ce salon-là, on a ces rendez-vous qui sont formés, on n'attend pas, comme dans un salon de cave particulière, on n'attend pas l'acheteur principal qui est le professionnel, il a déjà sa liste de rendez-vous, si vous n'êtes pas dedans, vous ne le verrez pas ou très peu, ça sera pas le principal acheteur. Je dirais adapter sa démarche aussi au discours et à la culture du pays. Là, je vais faire peut-être un clin d'œil avec quelqu'un qui nous écoute ce soir. On est sur des dossiers avec des pays très spécifiques. On va prendre un exemple comme par exemple pays asiatiques ou un pays comme le Japon, par exemple. Une erreur de langage, une incompréhension de culture peut vous bloquer complètement avec votre importateur parce que vous ne lui avez pas donné dans sa culture une porte de sortie, un langage d'excuse à un moment ou à un autre parce que vous avez envoyé un tarif sans expliquer pourquoi il y a une modification dans les tarifs. Il y a des cultures qui sont propres à chaque pays. Et ça, il faut en avoir la maîtrise. C'est pour ça aussi que parfois, il est important d'avoir, on va dire, peut-être un intermédiaire, c'est-à-dire un importateur dans ce pays-là qui a
la maîtrise de cette culture que vous n'aurez peut-être pas. On n'a pas tous la culture d'un Coréen, d'un Chinois, je dirais, de quelqu'un des pays de l'Est ou d'un Américain. On ne peut pas être, je dirais, dans tous les domaines. Connaître son discours, le maîtriser, mais parfois aussi avoir aussi les bons leviers et la bonne boîte à outils. Ça, c'est vraiment primordial. Hein, ce sont des erreurs assez fréquentes. Ok. Donc, ce qu'on souhaite vous montrer ici, c'est que la prospection, ça n'est pas uniquement une question de volume d'action. C'est pas, je dois faire beaucoup de choses. C'est je dois faire les bonnes choses avec les bonnes personnes. Voilà. C'est avant tout une question d'ajustement entre l'objectif que je me donne, le discours que je tiens, les outils que j'utilise et la fréquence de contact. Euh, quand l'équilibre est le bon, on gagne en efficacité. Et surtout, on gagne on va dire, en cohérence commerciale. Donc, souvenez-vous, le particulier, on est avant tout dans une logique émotionnelle. La clé de réussite, c'est de créer du lien. Les professionnels, quels qu'ils soient, donc je vous l'ai dit, il ne s'agit pas de vendre uniquement de l'expérience, il s'agit de vendre avant tout des solutions. Vendre une solution, c'est arriver avec le produit dont il a besoin au bon moment. Hein, quand vous arrivez voir, je ne sais pas moi, mettons, avec un caviste en lui disant bonjour monsieur le caviste, voilà, j'ai un joli montagne Saint-Émilion et à tel prix, et il va vous dire j'en ai déjà un à quasiment au même prix. Donc là, même si vous avez le bon produit, vous ne venez pas avec une solution puisqu'il l'a déjà. Donc c'est arriver avec des solutions, c'est-à-dire le bon produit, le bon prix, au bon moment, et un produit, il aura un intérêt à vendre, c'est-à-dire qu'il va lui apporter quelque chose de différent. Donc l'indépendant, il faut aller le voir avec une logique professionnelle, bien entendu, c'est-à-dire que c'est la logique émotionnelle, le discours, plus une couche quand même supplémentaire. L'objectif, c'est de structurer. Lui, il a besoin aussi de partenaires, hein, clairement. Il ne faut pas oublier qu'en face de vous, quand vous avez un caviste, vous avez quelqu'un dont le premier métier, c'est de vendre. Évidemment qu'il aime aussi aller sur le terrain chercher du vin, mais son premier métier, c'est de vendre, c'est de s'occuper de ses clients. Donc, il faut lui faciliter la vie. Et lui faciliter la vie, c'est respecter ses prix, lui proposer un prix qui lui permette de vivre, lui fournir le discours pour pouvoir vendre. Il faut que tout ça soit bien cohérent. Les grands comptes, on monte entre guillemets d'un cran. Hein, c'est pas, enfin, quand je dis c'est le on monte que je mets entre guillemets parce que tout le monde, finalement, il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre, mais il y a une exigence supplémentaire parce qu'en face de vous, vous avez de plus en plus des gens à qui on demande des comptes. Clairement. L'indépendant, il fait ce qu'il veut chez lui. Si votre vin lui plaît et qu'il a envie de faire un petit effort sur sa marge, c'est son problème à lui. Ben, dans les grands comptes, ça, c'est des gens que vous rencontrerez de moins en moins. Il y a une logique économique dès le départ. C'est des gens à qui on a donné des objectifs au début d'année, des objectifs de marge, des objectifs de volume. Donc, il faut savoir y répondre. Ces grands comptes travaillent de plus en plus au coup par coup, ils ont de plus en plus de mal à s'engager et l'objectif, le vrai défi pour vous, ça va être de pérenniser. Une des clés de la réussite, c'est de montrer que vous êtes fiable. Clairement, on a besoin de montrer que vous êtes fiable. Vous avez besoin de montrer que vous êtes fiable parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, un acheteur grand compte, c'est sympathique, mais ça veut pas d'ennui. Ça veut que tout fonctionne parce qu'il a un tas de dossiers à gérer, et un vin qui fonctionne bien, eh bien, il fonctionne pendant des années. Voilà. De la même manière, l'export, c'est encore un cran supplémentaire, parce qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui est à l'autre bout, soit à l'autre bout de la planète, mais il peut être dans le pays d'à côté. Lui, il a besoin d'être sûr que tout se passe bien sur place, alors qu'il est à des milliers de kilomètres. Donc lui, il
il a cette logique économique, il a besoin de gagner sa vie, il n'y a pas de doute, tout le monde a besoin de gagner sa vie, mais il veut aussi avoir quelqu'un dont il est sûr à 100%, il a besoin d'avoir un véritable partenaire, quoi. En termes de prospection, comme vous ne pouvez pas prospecter toute la planète entière, l'objectif, c'est de sélectionner le pays, de sélectionner la famille de clients, de sélectionner le client dans le pays et d'assurer un suivi au plus près, quoi. Tout à fait. Et là-dessus, Jean-Marc, moi, je vais rebondir un peu. Quand on parle de partenariat à l'export, c'est vraiment un attachement primordial. Il y a le professionnalisme, il y a la grille tarifaire qui doit être cohérente. Il y a les fiches techniques, il y a le dossier de presse, enfin ce qu'on appelle le press kit, etc. Le dossier marketing, parce que je dirais quand vous créez quelque chose au sujet de votre vin, il y a une histoire qui est racontée, il y a des symboliques. Eux, ça va être la personne qui va aller au contact, qui va revendre dans le pays et qui va le revendre avec la culture qui va être en face de lui, dont il aura la maîtrise. C'est extrêmement important justement de lier ces liens forts. On a connu dans des années, moi je l'ai vu sur la région Champagne, il y a un moment ou un autre où on était un peu sur des ruptures. On a eu des marchés d'opportunités. Les gens ne trouvaient pas de produits, venaient chez vous, mais si vous ne créez pas de partenariat, ces marchés se dissipent aussi bien quand ils sont arrivés et aussi rapidement qu'ils sont arrivés. Donc le principe même sur de l'export, c'est vraiment d'avoir ce partenariat-là. Au niveau de la prospection, comme on le dit, que ce soit avec un importateur, mais que ce soit aussi des grands comptes, des indépendants, vendre, c'est comprendre comment l'autre va décider. C'est primordial. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous connaissez les attentes de votre acheteur, je dirais la façon dont il fonctionne, vous serez capable de lui apporter, je dirais, le produit adéquat. Évidemment, la promesse, ce qu'on appelle, c'est quand vous vendez la bouteille, il y a ce qu'on appelle une promesse. Cette promesse, c'est une qualité évidemment irréprochable du professionnalisme, mais en même temps, je dirais, une fois qu'on a travaillé cette prospection, on va lui apporter les réponses et sa demande. Le différenciant, par exemple, c'est une des bases premières. On évoquera tout à l'heure dans les questions-réponses qu'on a pu voir. Oui, il faut avoir une gamme qui bouge, une gamme qui vit. Il faut avoir une structuration, il faut avoir une grille tarifaire irréprochable sur laquelle on va se tenir. Cette prospection, je dirais, elle doit être efficace. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de partir sur un volume de prospection, il vaut mieux peut-être la restreindre, mais être très performant sur cette prospection-là. Et entre le discours et le besoin que vous allez apporter, on va dire, à votre acheteur, vous avez compris que c'est un vendeur avant tout. Si vous y répondez, vous allez avoir, on va dire, un vrai lien qui va se créer et il y aura de la continuité. N'oubliez jamais une chose chez vos acheteurs, c'est qu'ils ont déjà une gamme, ils ne vous ont pas attendu, mais que ceux qui ne seront pas suffisamment professionnels en face, ils sont interchangeables. Et c'est là que vous pourrez prendre leur place à un moment ou à un autre par la durée dans le temps, par votre professionnalisme, par votre différenciation et par rapport à votre rigueur professionnelle. Donc, c'est ce que. Et j'ajouterais que quand Olivier dit le discours différenciant, donc là, c'est finalement donc la rencontre entre votre discours et son besoin. Et quand votre discours, votre proposition correspond à son besoin, vous amenez une solution. Vous amenez pas un problème. Alors maintenant, si des questions que vous pouvez vous poser, ou si vous avez des questions à poser, c'est le moment, n'hésitez pas. Voilà, lesquelles parmi vos cibles actuelles, lesquelles, par exemple, je sais pas, sont les plus difficiles à activer, à fidéliser. Où est-ce que vous sentez le principal blocage dans le ciblage, par exemple, je sais pas moi, dans le discours, dans la relance, dans l'organisation, etc. Voilà, si vous avez des questions, c'est le moment où on peut continuer ou passer à la suite. Mais en gros, il faut bien comprendre que sur les 4 grandes familles de clients, c'est 4 approches différentes. À chaque fois avec un niveau d'exigence non pas qui durcit, mais qui change de registre. Un indépendant, c'est aussi exigeant qu'un grand compte, mais ça va s'arrêter sur d'autres choses. Voilà, l'indépendant, il va être très sensible à la qualité, ça tout le monde. La qualité, c'est un prérequis. Il va être très sensible au prix,
mais il va être aussi sensible à l'histoire, sensible au fait que le produit soit différent, sensible au fait qu'il va pouvoir raconter quelque chose, il va pouvoir attirer l'attention du client. Un indépendant, c'est un des rares parmi vos acheteurs, c'est celui qui est debout en face du client, hein, qu'il soit caviste ou qu'il soit restaurateur. Hein, quand le restaurateur maîtrise un petit peu le vin, hein, ce qui est malheureusement pas toujours le cas, il doit, c'est votre voix, hein, c'est un peu c'est une partie de vous-même qui va incarner votre produit. Donc lui, il faut l'aider à incarner votre produit, tout en gardant cette fonctionnement très professionnel, à savoir cohérence de prix, cohérence de gamme, etc., etc. Le grand compte, ben, c'est pas plus exigeant, c'est une autre exigence. Hein. Il va mettre avant tout en avant son besoin de rigueur dans la livraison, hein, typiquement, parce que je sais pas, quand vous avez affaire en face de vous, je sais pas moi. L'acheteuse d'Intercave, par exemple, Audrey, Audrey Rion, qui fait les achats pour Intercave, elle a 90 clients à satisfaire. Donc, un petit décalage de livraison pour elle, c'est 90 clients pas contents qui eux-mêmes ont, au bout du compte, des consommateurs dans leur magasin pas contents parce qu'ils n'ont pas leurs produits. Donc, pensez bien que l'acheteur du grand compte, ou l'acheteuse en l'occurrence, elle va avoir besoin d'une fiabilité hors pair parce que à chaque fois vous multipliez les ennuis. Le moindre petit pépin, c'est des ennuis multipliés par 10, par 100, par 200 par rapport à un indépendant. Soyez fiable avec l'indépendance, il n'y a pas de problème, mais soyez irréprochable avec le grand compte parce que dans la plupart des cas, ils seront sans pitié parce que eux, ils sont pris entre le marteau et l'enclume. Voilà. Et l'export, c'est la même chose, on change de registre. Moi qui ai importé des vins du bout du monde, je vous garantis que quand on a un fournisseur pas fiable, c'est pas qu'on passe des nuits désagréables, c'est qu'on passe des semaines désagréables parce que le bateau qui est parti, paraît-il, et puis qui n'est pas parti, ça peut vous foutre en l'air toute une opération. Hein. Je sais pas, vous faites une opération sur les vins du Nouveau Monde et puis qui dure du 1er mai au 1er juin. Si le bateau il arrive le 25 mai, eh ben, c'est pas très intéressant. Eh ben, dites-vous qu'en face de vous, vos importateurs, ils attendent une fiabilité de votre part sans nom. Olivier, je t'entends. Ouais, tout à fait. J'irais on parlait par rapport à l'export, le ciblage, il est primordial. N'oubliez pas qu'il y a des coûts, on peut pas partir au Japon, aux États-Unis sans mesurer déjà, sans avoir la maîtrise de son coût de revient. Ça, c'est la base pour connaître ses marges. Mais ensuite, c'est surtout je dirais, et capitaliser sur votre client, mais en même temps, commencer à avoir des budgets très bien maîtrisés. Parce que faire des voyages au Japon, 2 allers-retours au Japon pour vendre 120 bouteilles, vous allez vite vous comprendre qu'au bout de la 5e année, il faut quand même avoir exactement où on va aller, avec quel produit, comprendre les attentes de l'acheteur. Parce que là, les effets sont plus du tout les mêmes entre les distances, les voyages. J'ai vu que dans les questions-réponses, de temps en temps, on nous parle aussi de fidélisation, je dirais, de produits. Quand vous êtes, je dirais, loin déjà de votre distribution, ou alors, je dirais, vous avez des cavistes qui ont besoin de faire vivre la gamme, mais c'est à vous aussi de leur apporter peut-être une gamme qui est vivante. Et ça, c'est extrêmement important aussi. C'est-à-dire qu'en fait, les rotations, vous pouvez peut-être leur apporter en apportant une maîtrise de votre gamme et de temps en temps des cuvées qui vont être éphémères, enfin, apporter une vie dans votre panoplie de produits, dans votre ciblage, c'est extrêmement important. Faire vivre une gamme de vins, je dirais, dans le cadre de la distribution, c'est extrêmement important parce que n'oubliez pas, comme je dis toujours, un acheteur, c'est un vendeur. Si il a toujours les mêmes produits, il ne voudrait pas non plus. Il y a un moment, il fera un peu de changement, mais si le changement, c'est vous qui l'apportez, pourquoi il irait voir un autre fournisseur? Si vous êtes irréprochable, que vous avez parfaitement votre maîtrise professionnelle, que vous avez de la fidélité, un travail de partenariat, de la rigueur professionnelle, et qu'en plus, c'est une gamme
gamme qui vit, il n'a aucune raison, je dirais, d'aller voir ailleurs. Du moment que vous ne rentrez pas pour une question de prix. Parce que n'oubliez jamais que si vous rentrez pour le prix, vous sortirez certainement pour la même raison. Je reviens sur la remarque de JR. Les cavistes ne sont pas toujours dans une relation durable. Ils aiment bien faire des rotations. Oui, certes, ils aiment bien faire des rotations, mais pour avoir été aux commandes des achats d'une chaîne de cavistes, et puis Olivier pour avoir été caviste lui-même, on peut vous dire que quand on regarde après le chiffre, quand on le décortique, l'essentiel se fait quand même sur des produits durables parce qu'en face, ils ont des gens aussi qui sont attachés aux produits et qui aiment tel ou tel domaine. Quand on regarde les chiffres, c'est pas tout à fait vrai, quoi. Une grosse partie du chiffre est fait sur un nombre de références plutôt stable. Hein. Dans une vie passée, j'avais une gamme où j'avais des fournisseurs qui étaient là depuis 10 ou 15 ans. Voilà, et 10 ou 15 ans, et puis si je regarde la gamme actuelle, je m'aperçois que ça fait 10 ans que j'ai changé de métier, je m'aperçois qu'il y en a un certain nombre qui sont encore là. Donc le caviste, c'est avant tout un client fidèle. Il aime changer, hein, il n'y a pas de doute, mais c'est un client fidèle. L'animation ne doit pas être confondue avec un renouvellement permanent. Voilà. Bon, je permets de rebondir dessus, comme on l'a dit sur un slide précédent. Comprendre son acheteur, c'est justement le discours que vous allez pouvoir adapter. Quand on dit une gamme de produits avec dedans un produit qui vit et qui va permettre peut-être d'éviter une rotation en changeant de fournisseur, que vous-même vous lui apportez cette vie, ça veut dire que vous avez compris ses attentes et à ce moment-là, il va se fidéliser avec vous. Et ça, c'est vrai pour tous les niveaux, je dirais. Tous les canaux de distribution que vous pouvez avoir. À l'export, c'est la même chose. Je dirais, si votre importateur, vous lui apportez, je dirais, chaque année ou tous les 2 ans, en disant, tiens, j'ai une queue éphémère qui vient d'arriver, c'est un produit de ce type-là, il va être capable, lui, de pouvoir créer un événement sur une gamme qui est nouvelle et automatiquement, il la fait vivre. Et s'il la fait vivre, il la fait vendre. Et c'est ça, je dirais, le but final. Donc, c'est le moment de poser des questions. N'hésitez pas. S'il n'y en a pas, c'est pas grave, je le vivrai bien, Olivier aussi. Oui. Si vous en avez qui vous viennent, vous nous envoyez. Voilà une question. Dans ce marché difficile, on se heurte souvent à un problème de prix, c'est vrai. C'est vrai. Alors, maintenant, le marché difficile, il ne faut pas croire que c'est un marché agréable pour l'acheteur, parce que cette instabilité le met dans une situation où il est toujours en train de se dire, est-ce que ce même produit que je suis en train d'acheter, ou celui-ci ou l'équivalent, je ne vais pas le trouver encore moins cher chez mon concurrent demain. Donc effectivement, le prix, c'est important, mais dites-vous qu'un acheteur professionnel, il a besoin de vivre, il a besoin de faire de la marge, et c'est pas en vendant le produit le moins cher de la ville, de la rue ou de son secteur, on va dire, qui gagnera le mieux possible sa vie. Il y a besoin de faire de la marge. Il a besoin aussi d'un référentiel de prix. On est dans un marché où les prix veulent plus rien dire. Or, vous allez vous apercevoir que certains produits sont quand même plutôt fermes sur les prix. Alors, faut-il une gamme différente par canal de distribution? Ouais. Alors, ça dépend de ce qu'on appelle canal. C'est-à-dire, voilà, si la restauration ou le caviste, non, vous leur proposez les mêmes produits parce qu'ils vendent pas
au même moment. Et voilà, il y en a qui vont pour la consommation à domicile, il y en a qui vont pour la consommation hors domicile. Par contre, quand vous commencez à vendre au supermarché du coin, bah oui, qu'il faut une gamme différente. Il faut respecter les autres, quoi. Voilà, le produit que vous vendez, on va dire 4 euros au caviste, le caviste va le vendre 8. Le produit que vous vendez 4 euros au supermarché du coin, et ben lui, il va le vendre 6,50 à 7 euros. Et si vous faites ça, ben vous êtes un petit peu déloyal vis-à-vis de votre client caviste qui vous a fait confiance souvent depuis très longtemps. Donc, si vous voulez le garder, il va falloir le respecter. Pour le respecter, il n'y a pas 50 solutions. Soit je vends plus cher au supermarché, mais ça ne marchera pas parce qu'il ne faut pas les prendre non plus pour ce qu'ils ne sont pas. Hein. Je vous rappelle que leur ADN, c'est d'acheter pas cher. Donc, c'est vendre une autre gamme. Voilà, vous n'avez pas le choix. Par rapport à la question sur l'export, je vois que très peu présent l'export, comment définir les pays à cibler. Donc déjà, contentez-vous déjà de cibler un nombre atteignable de pays à cibler. C'est-à-dire que vous ne mettez pas dire je vais exporter sur 15 pays qui traversent toute la Terre. C'est pas ça. Il faut déjà essayer de cibler, de canaliser là où on veut aller. On va travailler par exemple sur la partie proche export, Europe, Benelux, Italie, Espagne. Peut-être travailler sur des pays, on va dire, qui aujourd'hui sont demandeurs, il y en a. Faites attention dans certaines nouvelles ouvertures de pays. Hein. Vous avez tous entendu parler un petit peu des marchés indiens, qui aujourd'hui, on a baissé évidemment les taxes, mais faites attention des pays où vous voulez aller, s'ils ont une réelle consommation. Je vais rebondir. Alors, comment définir les pays à cibler? Alors, dans l'équipe, on a une petite formule pour l'export, c'est le 3 au cube. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le 3 au cube? C'est 3 pays ou 3 zones, quand je débute, hein, pas plus. Pourquoi? Parce que je vais me disperser, j'aurai pas le temps et j'aurai pas les moyens. Donc, 3 pays ou 3 zones. Typiquement, ça va être, Olivier qui travaille beaucoup sur la Champagne, par exemple, ça va être le Benelux, l'Italie, par exemple, les Royaumes-Unis. Donc, même si en ce moment, bon, si, ils sont redevenus à peu près raisonnables. Donc, 3 pays ou 3 zones. Ça, c'est le premier 3. Deuxième 3, c'est 3 fois par an. C'est-à-dire qu'il faut que j'aille les voir 3 fois par an. Si je fais 3 pays ou 3 zones que je vais voir 3 fois par an, ça fait déjà 9 déplacements. Vous comprenez pourquoi il ne faut pas se disperser. Et pourquoi 3 fois par an? Parce que de plus en plus, les affaires, ça met du temps à s'installer. Le temps où vous faisiez une affaire à la première rencontre, je ne dis pas qu'il est définitivement révolu, mais il est quand même, cette situation est de plus en plus rare. Donc 3 pays, 3 fois par an. Et le troisième 3 du 3 au cube, c'est pendant 3 ans. Je ne peux pas dire que tel ou tel pays ne marche pas si je n'ai pas insisté. Je vous l'ai dit, c'est de plus en plus long. Vous ne pouvez pas dire en allant une fois aux États-Unis et en revenant bredouille dire les États-Unis, ça ne marche pas. Donc 3 au cube, 3 pays, 3 fois par an pendant 3 ans. Ne pas se disperser, voilà, ne pas se disperser, concentrer ses moyens. Alors maintenant, comment je les trouve? Là, la question était, suivant la sensibilité au bio, il y a des pays qui sont plus ou moins sensibles au bio. Les pays connus et reconnus sensibles au bio, ça va être nos voisins allemands, suisses, Autriche, ils sont extrêmement sensibles à la chose. Je commencerai par là. Les pays d'Europe du Nord, nos voisins belges, n'oubliez pas que c'est nos meilleurs amis au niveau du vin. Hein, ils sont 11 millions, c'est-à-dire la population plus ou moins de l'île de France, mais c'est encore des gens qui savent boire et qui savent acheter des vins d'un très joli niveau. Donc, allez-y. Je me permets de te couper parce que pour revenir et rebondir sur ce que tu es en train de dire par rapport aux importateurs et par rapport à ça, on demande à l'export comment les démarcher ou les rencontrer. Vous avez des salons spécifiques. Si vous êtes en bio ou en Déméter, vous avez des salons sur Montpellier, sur la Levée de Loire, vous avez Rouen, vous avez sur des marchés à l'export traditionnels, je dirais évidemment aujourd'hui Wine Paris,
Provine, bon, attention, parce que l'attractivité est différente, sauf si vous êtes déjà implanté et que c'est pour continuer à faire votre continuité. Mais voilà, vous avez déjà des lieux, vous avez aussi des grands testings où vous avez possibilité de rencontrer, on va dire, des acheteurs et des importateurs avant vous-même de prendre votre valise et d'y aller. Vous avez aussi ce qui existe, des contacts, des fichiers qui vous permettent un peu de commencer à Alors, les démarcher et de prospecter. voilà, si vous avez jamais fait d'export, clairement, euh, le premier levier, dans un premier temps, c'est le salon. Le salon, c'est de la prospection que je vais qualifier de à pas cher. Alors pourquoi pas cher? Bah, vous allez me dire, un stand à Wine Paris, j'en ai tout de suite pour 5 ou 6 000 balles. Ça commence à coûter. Mais s'il faut faire 3 ou 4 déplacements à l'autre bout de l'Europe Au Japon, ou au Japon, je vous garantis que ça va vous coûter beaucoup plus cher que ça. Donc, hein, le salon, on commence par là. Et un salon, par contre, ça se prépare. Hein, c'est un vrai sujet. Un salon, le salon en lui-même, c'est presque la récompense. C'est la récompense de 2 à 3 mois de préparation intensive. Voilà. Comment démarcher, rencontrer les acheteurs? Donc, je commence à l'export, je commence par un salon. Mais je peux aussi très bien y aller par d'autres moyens. Il y a des systèmes de mini-salons plus ou moins itinérants organisés par différents organismes, la PVSA en Amérique du Nord, les wine testing divers et variés, etc., où vous pouvez vous inscrire. Et puis sinon, on peut partir à l'aventure, entre guillemets, avec le sac à dos. Mais là, par contre, ça demande une préparation sans faille. Et pour ça, ça demande surtout de s'entraîner avec nos voisins. Hein, clairement, le Royaume-Uni, Benelux, Allemagne, Suisse, etc. Ça reste des acheteurs historiques. Certes, les marchés sont saturés. Hein, quand vous allez en Belgique, c'est dans le même état qu'en France. Quand vous poussez la porte d'un importateur, il y a forte chance qu'il ait déjà pas votre vin, mais l'équivalent, peu importe d'où vous venez. C'est la même chose au Royaume-Uni, c'est la même chose en Allemagne. Mais c'est à votre portée, hein, c'est à 1 heure d'avion, mais ça demande préparation. Alors comment je fais? Ben, je prends des bases de données que nous, on peut vous fournir à l'occasion, mais que je trouve auprès de mon syndicat, de mon interpro, etc. Et je commence à faire mon marché et voilà, et je prospecte par zone. Alors quand je prospecte une zone, quand je décide de m'attaquer à l'Allemagne, il faut vraiment attaquer par zone parce que je vous rappelle que l'Allemagne c'est comme la France, hein, il faut une journée complète pour aller du nord au sud. Donc voilà. voilà. Alors quand vous dites 3 fois par an, c'est sur un salon et 2 fois de prospection ciblée, ça peut le faire. Ça peut le faire tout à fait. Et Ça peut le surtout, faire. je rebondis, mais si vous allez vous-même dans le pays, ayez bien la maîtrise de la culture du pays. Hein, n'oubliez pas Voilà. qu'on ne prospecte pas de la même façon dans certains pays par rapport à d'autres. Hein. Il y a il y a toute une maîtrise dans la culture. Quand on a fait un webinaire la dernière fois sur prospection avec l'IA, on vous expliquait justement que l'avantage de certains outils aujourd'hui que vous avez, c'est que le langage et la réponse, la traduction en anglais n'est pas la même entre un anglais et un américain. Ils ne parlent pas de la même façon et on ne s'adresse pas de la même façon. C'est encore plus vrai quand on est sur la Thaïlande, sur la Corée. Voilà, c'est vraiment quand on fait de l'export, il faut savoir où on va aller, comment on veut y aller, quels seront nos interlocuteurs. J'ai vu aussi passer des questions là qui étaient sur les histoires d'importateurs, cavistes, les tarifs. N'oubliez pas que, et ça c'est Jean-Marc me contredira pas, la maîtrise de sa grille tarifaire, c'est la base même de commencer pour se développer, prospecter. Quand on vous parle de langage, de discours et d'outils et de comprendre ce que l'acheteur veut, c'est avoir une maîtrise de sa grille tarifaire. Et ça aussi, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des Voilà. questionnements à ce sujet. La grille tarifaire, c'est la base. C'est la base. Ça montre à votre interlocuteur que vous comprenez comment il fonctionne, que vous connaissez ses besoins, que vous respectez ses besoins. Euh, la grille tarifaire, c'est savoir que tel ou tel interlocuteur a besoin de telle ou telle marge pour vivre. Et c'est aussi se dire, je respecte ça. C'est-à-dire, c'est pas à vous de décider de la marge de votre interlocuteur. Il fait ce qu'il veut, il est chez lui.
Mais il y a des usages dans la profession. Un caviste, on sait très bien qu'il a besoin de marge pour vivre et qu'en dessous d'un certain taux de marge, il ne peut pas vivre. Voilà. C'est plus ou moins 40% sur le hors-taxe, c'est-à-dire plus ou moins un coef x2. Je dis plus ou moins parce que chacun fait ce qu'il veut chez lui. Mais ce n'est pas à vous de juger que 40, c'est beaucoup ou pas beaucoup. C'est à lui de le faire. Donc, là, c'est respecter le fonctionnement de chacun. Alors, je vois que Agathe lève la main. Le compte est un peu raté, mais je m'appelle pas Agathe. Moi, alors bonjour à toutes. J'avais juste une question. On n'a pas parlé des agents. J'aimerais savoir quel est votre point de vue vis-à-vis des agents. Alors, l'agent commercial, c'est la personne qui vous permettra d'aller au plus près, on va dire, du revendeur final. Voilà. Vous, vigneron, vous ne pouvez pas prétendre travailler la France dans sa globalité avec la même efficacité. Donc l'agent est un excellent, non pas intermédiaire, hein, l'agent est le prolongement de votre activité, c'est la personne qui sera la plus efficace sur les régions où vous êtes le moins efficace. Alors maintenant, l'agent, ça n'est pas un intermédiaire, c'est vraiment le prolongement de votre exploitation. Et quand je dis ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que l'agent, il a besoin d'une commission pour vivre, c'est pas quelque chose que je rajoute au prix de vente. C'est quelque chose qui est déjà compris dans le prix de vente. Alors pourquoi c'est pas quelque chose que je rajoute au prix de vente? Parce que l'agent, c'est pas un coût supplémentaire. Je vous rappelle que quand il va faire la tournée de ses clients restaurateurs et cavistes à l'autre bout de la France, c'est un peu comme s'il faisait le boulot à votre place, hein. Dites-vous que si vous aviez pris votre voiture pour aller démarcher les indépendants ou autres à l'autre bout de la France, ça vous aurait coûté bien plus cher que l'agent. Donc l'agent, on ne rajoute pas sa commission, elle est déjà comprise dans le prix. Alors, tout à fait. Pour des tas de raisons, déjà parce que si vous la rajoutiez, ça voudrait dire qu'il y a deux prix différents sur le marché. C'est-à-dire quand c'est vous qui vendez, mettons, vous vendez 5 euros, et quand l'agent il vend 7,50 €. C'est pas ou 7 euros, ou 6,50 €, peu importe. Ça, c'est pas possible qu'il y ait deux prix sur le marché. Je vous ai dit, de la cohérence dans les prix, le respect des clients, c'est pas possible que quand l'agent va voir un client, il vende 6,50 €, puis vous allez voir le voisin, vous vendez 5 euros. Ça, c'est pas possible. Il faut respecter tout le monde. Donc, la base, l'agent, la commission, elle est comprise dans le prix de vente. L'agent, c'est un intermédiaire indispensable pour aller à l'autre bout du monde. Alors, là, je me permets, une question. Les agents ne sont pas des bons vendeurs, ils disposent de vins qui se vendent tout seuls. Ça, je suis pas tout à fait d'accord là-dessus, hein. Je dirais, à partir du moment qu'on va apporter de quoi le nourrir, c'est-à-dire que la base, n'oubliez pas que si vous créez votre gamme et que vous voulez la distribuer, comme je le dis, un acheteur, c'est avant tout un vendeur. Donc, si l'agent, il arrive avec le bon argumentaire et déjà la bonne éducation, on va dire, de distribution, c'est-à-dire qu'il sait à quoi correspond votre produit, le différenciant, il va apporter des choses. C'est pas obligatoirement des gens qui vont faire que la même produit, que la même marque qui est déjà connue de tout le monde. Ils ont besoin d'apporter de la découverte, de la nouveauté. Ils connaissent leur réseau. Donc, automatiquement, je dirais, vous avez des bons et des mauvais agents. Ça, c'est irrémédiable. Oui, alors, je reviens aussi là-dessus. L'agent, il propose des vins qui se vendent tout seuls. Il faut bien qu'ils vivent. Ils ont une gamme qui est constituée de vins qui se vendent facilement et de vins qui se vendent un peu moins facilement. Là, je suis assez d'accord avec le principe que certains agents se bougent pas trop sur certains produits, que c'est plus facile pour eux de vendre une marque nationale. Mais dans tous les cas, quand vous serez à l'autre bout de la France, sur un territoire que vous ne connaissez pas, l'agent, même s'il vend des vins qui se vendent tout seul, il sera toujours meilleur que vous. Et une remarque de Patrick, c'est surtout que certains ont trop de cartes. J'acquiesce. Moi, pendant 17 ans aux achats, je ne pouvais plus supporter les agents qui venaient avec un joli classeur plastifié de 30 pages avec 30 vignerons, 30 vins par vigneron, c'était insupportable. L'agence, c'est le prolongement de votre exploitation, il doit vous incarner. Et celui, effectivement, qui a trop de cartes,
je crois qu'il Voilà. il faut pas le choisir. Il faut Ouais, pas le choisir. Alors maintenant, il y a une remarque sur les commissions. Alors les commissions, elles sont globalement les suivantes. Quand l'agent vend on va dire un restaurateur, il faut lui rétrocéder donc la commission de 15% à peu près du prix. Un caviste, c'est plutôt de l'ordre de 10%, même si certains agents, notamment ceux qui travaillent sur les très grandes villes, vont vous réclamer 15 en vous expliquant que les cavistes au centre de Paris ou au centre de Lyon, ils ont des toutes petites réserves, ils passent des toutes petites commandes. Donc là, c'est 10 ou c'est 15, ça se discute. Et si vous avez la chance d'avoir un agent qui est capable d'aller voir un grossiste, un grand compte, il se compte, je dis pas qu'il se compte sur les doigts d'une main, cela, mais pas loin. Là, ça se discute au cas par cas, mais la commission, c'est entre 5 et 7, 8%. Voilà, c'est-à-dire celui qui va voir une petite chaîne de cave, je sais pas, par exemple, comme, allez, au hasard, Plaisir du vin, c'est dans le sud-ouest, il y a 17 caves, on peut rester sur 7-8%, mais celui qui va voir celui qui réussit à aller voir cave à vin où il y a 200 caves, c'est pas la même, on va pas lui donner 8% non plus. Voilà, c'est choix. C'est au choix. Alors, tout à fait. combien de cartes au maximum? Ça dépend, mon capitaine. Ça va dépendre. En fait, le travail qu'on a, je travaille avec différents vignerons avec qui on est en train de mettre en place des réseaux nationaux avec des agents. Vous avez un travail de prospection à faire pour trouver les acheteurs. C'est le même travail, hein, je dirais, pour trouver les bons agents. Vous avez un véritable travail de presque de prospection pour trouver le bon agent sur le bon secteur, qui ait de bonne maîtrise, et puis surtout qui va avoir une compréhension de votre marque et comment il va l'incarner. Ensuite, suivant l'endroit où vous voulez aller par rapport à la gamme que vous avez, regardez un petit peu et puis discuter avec cet agent-là. Enfin voilà, je dirais, il y a un vrai travail de recrutement quelque part sur un Oui, agent. C'est important. et à la base, il y a des choses qui doivent alerter. Voilà, Ouais. l'agent que vous avez jamais rencontré physiquement, c'est louche. L'agent qui a jamais accepté de venir vous rencontrer chez vous, c'est louche. Comment voulez-vous qu'il incarne efficacement la propriété s'il n'y a même jamais mis les pieds et s'il n'a jamais serré la main du vigneron? L'agent, c'est un petit bout de vous-même. Donc, si vous êtes juste une carte dans une liste, enfin, un nom dans une liste de noms, ça marchera jamais. Voilà. Ceci dit, le nombre, je travaille beaucoup avec des agents chez des vignerons, j'en connais pas mal un peu partout en France. Des bons, j'en connais quelques-uns. Il y en a qui ont une dizaine de vignerons. Pour moi, c'est un bon équilibre. Il y en a qui en ont plus parce qu'ils arrivent à s'en sortir, mais c'est vrai que quand on commence à avoir 15, 20 ou 25 vignerons, c'est louche, quoi. C'est louche. Ça veut dire qu'il va arriver chez vous, il va vous dérouler, non pas un discours, mais il va vous dérouler une litanie de noms, une litanie d'appellations, une litanie de prix. Alors, Stéphane Defresne, attention au contrat d'agence, on séparer coûte une blinde, 2 ans de commission. C'est un sujet permanent. Oui. Alors, se séparer des bons coûte une blinde, c'est vrai. Se séparer d'un mauvais, 2 ans de commission d'un gars qui fait rien, ça coûte 2 fois rien. Par contre, là, je reprends sa première phrase. Attention au contrat d'agent. C'est la base. On ne travaille pas avec un agent sans contrat. Voilà. Ça, c'est la base, je dirais, que moi, j'annonce à tous les vignerons. Enfin, je dirais, il y a une protection. La jurisprudence protège et protégera toujours les agents. Et l'absence de contrat va toujours dans le sens de l'agent. Donc un contrat, c'est une zone géographique avec plus ou moins d'exclusivité. C'est des profils de clientèle. Tu as le droit d'aller voir les cavistes, les restaurateurs, pas la grande distribution, par exemple. C'est des marges, c'est des commissions, c'est une liste de produits.
ouais. C'est une liste d'exclusion aussi, des gens qui n'ont pas le droit d'aller le voir parce que c'était déjà vos clients et ou que vous pensez que vous les travaillerez mieux, etc. Peu importe ce qu'on met dedans, il faut un contrat. S'il n'y a pas de contrat, le perdant, c'est vous. Voilà. C'est très clair, hein. Ça, c'est rédhibitoire. Il faut absolument avoir un Voilà. contrat. Et n'oubliez pas qu'à partir du moment où vous avez un agent qui n'a pas de contrat, qui a travaillé, qui a déjà eu la preuve de travailler sur un secteur ou une zone géographique. Voilà. Mais moi, je reste persuadé que l'agent est votre partenaire pour aller irriguer le marché, le local au plus profond. Vous ne serez jamais aussi. Il y a des régions où vous allez aller. Par exemple, vous êtes vigneron à Bordeaux, vous aimez aller en Bretagne, en Normandie, dans le Nord et à Paris, bah, vous y allez. Voilà. Et ça fait déjà beaucoup de régions à faire tout seul. Par contre, quand il s'agira après d'aller prospecter en Alsace, Bordeaux, l'Alsace, c'est un peu une punition quand même, hein, parce que ça prend une journée pour y aller. À mon avis, rien de mieux qu'un agent avec lequel on s'entend bien pour mailler au plus profond, le plus finement le territoire, quoi. Comme on le dit depuis le départ, hein, il y a le discours pour pouvoir vendre, mais il y a aussi une vraie stratégie à mettre en place. Quand on part en disant on va se mettre en place avec une distribution avec des agents, on se structure, on met une stratégie en place, on rectifie, on met bien en place les zones et on a des contrats. Enfin voilà, il faut être carré, il faut être professionnel. C'est comme tout ce qu'on a pu pouvoir jusqu'à maintenant. Ouais. Voilà, l'agent, c'est un partenaire, le caviste, c'est un partenaire. Le grossiste est un partenaire. À partir du moment où vous considérez que c'est pas un partenaire, c'est là où ça bug. Voilà. Voilà, tout à fait. Voilà. S'il n'y a pas de questions, enfin, on peut continuer toute la nuit. Moi voilà, mais bon, j'irai sur AOC. Bon, vous nous connaissez pour la plupart. Je dirais, vous savez que vous pouvez nous recontacter. On peut revenir vers vous sur les zones géographiques dans lesquelles on travaille, où on est à votre écoute. N'hésitez pas à revenir vers nous pour nous poser ces questions et travailler un peu comme on peut faire, que ce soit pour vous aider à trouver des agents, des méthodologies de travail, des stratégies. N'hésitez pas à revenir vers nous, quoi. C'est important. Voilà. On est là pour répondre à vos questionnements aussi. Voilà. Et donc, s'il faut retenir une chose, c'est effectivement le particulier, il faut lui vendre de l'expérience, de l'émotion. Le professionnel, il faut lui vendre des solutions. Voilà. En tout cas, on vous remercie toutes et tous de votre écoute, du temps qu'on a pu passer ensemble et n'hésitez pas à revenir vers nous, qu'on se croise sur un salon ou sur les routes professionnelles. Stéphane, au revoir Patrick. Voilà, au revoir à tous ceux qu'on a eu l'occasion de connaître et de reconnaître. Bonne soirée. Merci.